Chapitre 8. La conflictualité sociale, pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social. Pour commencer, nous allons définir les conflits sociaux. Les conflits sociaux peuvent être définis comme étant l'affrontement ou la lutte d'ordre collectif entre deux groupes sociaux aux intérêts ou aux idéaux divergents. Les conflits sociaux prennent leur source dans un sentiment d'injustice marqué et partagé par des individus au sein d'un groupe d'intérêts ou d'un groupe social pour défendre leurs valeurs et intérêts et ainsi améliorer leur situation. Ces individus vont s'organiser collectivement pour mener une action en mobilisant toutes les ressources nécessaires, matérielles, financières, intellectuelles et réseaux sociaux. Coordonner une grève ou un mouvement social demande un certain degré d'organisation pour réunir au même endroit un certain nombre de personnes avec du matériel suffisant et un discours travaillé, et doté d'une argumentation solide, cohérente, pour justifier du bien fondé de l'action. Il faut que l'objectif soit clairement identifié, mobiliser les individus qui ont le même intérêt et désigner l'adversaire. Les conflits peuvent se résoudre de 3 façons. Une partie gagne et l'autre perd, le statu quo et la défection des deux camps. Passons à la première partie. Comment analyser les conflits sociaux ? Première sous-partie, le conflit, pathologie de l'intégration ou facteur de cohésion. Les conflits ont souvent été perçus comme étant le signe d'un dysfonctionnement social, surtout les conflits très violents. En effet, une société est censée réguler les tensions qui peuvent apparaître entre des groupes sociaux, sans que le recours à l'affrontement et à la violence ne soit nécessaire. Ainsi, pour Durkheim, le conflit est signe d'une pathologie de l'intégration, et le conflit apparaît notamment lors des périodes d'anomie. Ce qui oppose les individus et les groupes devient dans ce type de période plus fort, plus puissant que le lien social, que la solidarité qui les unit. Les périodes d'anomie engendrent en effet beaucoup de frustration, des tensions entre les groupes sociaux, et les mécanismes de régulation ne permettent plus de sortir de la situation par le compromis et l'adaptation de la société. On peut par exemple analyser les émeutes urbaines de 2005 comme étant un défaut d'intégration d'une partie de la jeunesse, des quartiers défavorisés. Même si ces émeutes n'étaient pas à proprement parler des mouvements sociaux, dans la mesure où elles ne portaient aucune revendication précise, il n'en reste pas moins qu'elles donnaient à voir un dysfonctionnement du lien social dans des quartiers marqués par la relégation et les difficultés économiques et sociales. Ceux qui participaient aux émeutes se sont principalement attaqués à des symboles étatiques, les écoles, les bibliothèques, les maisons de quartier. Cela peut être interprété comme le fait que la colère des jeunes était dirigée contre l'État, et donc la société tout entière, accusée de ne pas leur laisser de place. Cependant, pour qu'un mouvement social se produise, il est nécessaire que le groupe qui porte les revendications soit un minimum intégré. Pour construire une action collective revendicative, il est en effet nécessaire que les membres du groupe se sentent appartenir à un ensemble de personnes ayant des intérêts communs à défendre, qu'ils aient l'idée de se mobiliser pour les défendre, et qu'ils puissent mener la mobilisation. En plus d'un bon degré d'intégration, le groupe doit disposer de ressources économiques, sociales mais aussi culturelles. Ainsi, les chômeurs constituent un groupe social, très difficilement mobilisable, car très faiblement intégré. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance au groupe, ni de sentiment de solidarité vis-à-vis des autres chômeurs. La mobilisation des chômeurs est d'autant plus difficile qu'ils disposent par ailleurs de peu de ressources économiques pour construire, animer un mouvement social et porter ses revendications. Dans une autre analyse, on peut constater que le conflit permet l'intégration sociale, pour plusieurs raisons. Si on reprend les analyses de Georg Simmel dans Le conflit en 1918 ou de Lewis Coser dans Les fonctions sociales du conflit en 1956. Dans un premier temps, le conflit est une forme de relation sociale. Il suppose une interaction. Il unit 2 adversaires qui s'opposent sur une question bien particulière. Ces 2 adversaires sont en relation et sont donc d'accord sur au moins un point, l'importance de la question sur laquelle porte leur désaccord. Par ailleurs, le conflit renforce la solidarité et l'intégration à l'intérieur de chaque groupe en opposition. C'est Marx qui avait déjà évoqué cette idée, quand il affirmait que la conscience de classe se construisait dans la lutte. C'est en identifiant un ennemi de classe, en luttant contre lui, que les prolétaires prennent conscience de leurs points communs et de leurs intérêts communs, et donc ils deviennent une classe pour soi. Avoir un ennemi commun mobilise les énergies dans le même but, c'est-à-dire le vaincre, et permet de d'étendre les dissensions du groupe.
De plus, le conflit, c'est le début du dépassement des oppositions. S'opposer, c'est formuler sa position et exprimer des revendications, donc de permettre un dialogue. Et c'est par le dialogue que se construit un consensus qui permettra de sortir de l'opposition. C'est en existant que le conflit permet de dépasser les antagonismes. Il offre la possibilité de trouver un compromis. Il renforce la cohésion sociale. En fin de compte, lutter, c'est participer et être dans l'espace public. C'est être reconnu. Le conflit permet aussi d'alléger les tensions, car ils leur permettent de s'exprimer sans qu'ils atteignent le cœur de la société. Pour que le conflit puisse permettre de renforcer l'intégration, il faut que plusieurs conditions soient respectées. Le conflit ne doit pas porter sur des valeurs centrales sur lesquelles repose la société, mais au contraire, il doit être mené au nom de ces valeurs. Il apparaît nécessaire que les actions collectives soient reconnues comme une forme de participation politique, sans quoi le dialogue ne sera pas possible, et aucun compromis ne pourra être trouvé. Et c'est là où on retrouve des formes de radicalisation et de violence. Les conflits sont aussi facteurs d'intégration parce que de nombreux mouvements sociaux revendiquent une meilleure intégration des membres qui portent ce mouvement. Ces mouvements sociaux participent donc au renforcement du lien social, en permettant une intégration de certaines minorités. On peut illustrer cet aspect notamment avec les mouvements des prostituées, qui réclament une meilleure reconnaissance de leur activité professionnelle, le syndicat, le STRAS, et surtout un changement de regard sur leur statut, une reconnaissance de leur dignité. On aurait pu citer aussi le mouvement en Guyane contre la vie chère en 2009. Voilà pour cette première partie. Passons maintenant à la seconde sous-partie. Grand B, le conflit, moteur du changement social ou résistance au changement. Les mouvements sociaux, c'est-à-dire l'ensemble des actions de conduite d'orientation collective qui visent le changement partiel ou total de la société et qui sont portés par un ou des groupes sociaux particuliers, les mouvements sociaux peuvent donc être vus comme étant moteurs du changement social. Le changement social, la transformation durable dans le temps qui touche la structure ou le fonctionnement de la société ou d'un groupe donné. L'analyse de Karl Marx va dans ce sens. En effet, selon Marx, l'exploitation de la classe ouvrière par les capitalistes va amener les prolétaires à s'organiser et à mettre à terre un système inégalitaire pour améliorer la société. Cette nouvelle organisation sociale et ses valeurs peuvent être vues comme étant le changement social. Par ailleurs, le mouvement des suffragettes en Angleterre, au début du XXe siècle, cherche à amener un changement social, c'est-à-dire celui du vote et de l'élection des femmes. Les grandes grèves de mai-juin 1936 en France sont un exemple aussi. Les ouvriers souhaitent obtenir des avancées sociales majeures, comme de meilleures conditions de travail, une réduction du temps de travail et des congés. On peut constater que nombre de mouvements sociaux ont conduit à une modification du droit et de la législation. Par exemple, le mouvement féministe a permis aux femmes d'obtenir la maîtrise de leur corps, à travers la maîtrise de la procréation. 1967, la loi Neuwirth sur la contraception. 1975, c'est la loi Veil sur l'IVG. Mais aussi d'établir en droit le principe d'égalité salariale. Suppression en 1946 de la notion du salaire féminin. Par ailleurs, le mouvement de mai 68 a donné lieu aux accords de Grenelle, qui ont débouché dans les entreprises à une reconnaissance du droit syndical, à une hausse de 35% du salaire minimum, à une réduction du temps de travail, une 4e semaine de congés payés. Les universités deviennent plus autonomes. On peut aussi citer le mouvement des Noirs aux États-Unis, qui souhaitaient être traités comme des citoyens américains à part entière, en cherchant à mettre fin au système de ségrégation. Avec ces différents exemples, on constate donc que les conflits dans la société sont moteurs du changement social et provoquent certains grands bouleversements sociétaux. Mais les conflits peuvent représenter aussi une résistance face au changement social. Les conflits sociaux peuvent apparaître lorsque les changements portent atteinte aux intérêts ou aux valeurs de certains groupes. Ainsi, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples du même sexe a conduit de nombreuses personnes à se mobiliser contre le projet de loi, avec d'ailleurs des motivations assez variées. On peut prendre par exemple les nombreuses grèves et manifestations contre la réforme des retraites actuelles, ou contre la réforme du bac. Il s'agit de s'opposer à une réforme présentée comme étant inéluctable par les décideurs politiques. Les conflits comme résistance au changement social peuvent être illustrés avec l'exemple des Canuts lyonnais en 1831. On assiste à la révolte
des canuts qui s'opposaient à l'introduction des machines à tisser dans leur métier, qui allaient alors bouleverser leur mode de travail et qui pouvaient représenter une menace pour l'emploi. Ici donc, la révolte des canuts était un conflit qui s'opposait au changement social. Voilà pour cette première vidéo et pour cette première partie.